Bonsoir, c'est Esther Grèce sur Douce Histoire. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier soir d'une nouvelle saga. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez le calme vous gagner. Ce soir, je vous emmène sur les pas de Liliane, une femme qui avait tout en apparence et qui pourtant, au fond d'elle, se sentait vide. Vous découvrirez comment une vie qui semblait parfaite peut se fissurer en silence et comment un cœur, un jour, trouve le courage de tout recommencer. Avant de commencer, respirez avec moi. Inspirez doucement, puis relâchez tout lentement. Encore une fois, inspirez la douceur et laissez partir le poids du jour. Votre présence, vos likes et vos abonnements font vivre ces histoires soir après soir. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. 3 terres pour un cœur. Épisode 1. Liliane avait, sur le papier, exactement la vie dont on rêve. 44 ans, un mariage de 17 ans avec Marc, une jolie maison de pierre à la sortie de la ville, entourée d'un jardin qu'elle avait mis des années à façonner. Elle dirigeait, depuis 10 ans, un cabinet d'architecture qu'elle avait fondé de ses propres mains, après des années à travailler pour d'autres. On l'enviait dans son quartier pour son élégance tranquille, pour ce couple qui semblait avoir traversé le temps sans une égratignure. On disait d'elle qu'elle avait réussi. Et Liliane, longtemps, avait cru la même chose. Sa maison, elle l'avait choisie pierre après pierre, littéralement. Une ancienne bâtisse à retaper, achetée avec Marc au tout début de leur mariage, quand ils n'avaient encore que des rêves et pas un sou d'avance. Ils l'avaient restaurée eux-mêmes, les premières années, les soirs et les week-ends, en riant de leurs erreurs de bricoleurs débutants. Elle se souvenait de ces dimanches à poncer de vieilles poutres couverts de poussière, épuisés et heureux. Aujourd'hui, la maison était magnifique, achevée, digne d'un magazine de décoration. Mais Liliane, en la traversant, ne ressentait plus cette fierté d'artisan qu'elle avait connue autrefois. Elle la traversait comme on traverse un décor, sans vraiment la voir. Son cabinet, elle l'avait bâti de la même manière, à force de nuits blanches et de sacrifices. Elle avait commencé seule, dans un minuscule bureau, loué au-dessus d'une boulangerie, dessinant des plans jusqu'à l'aube pour convaincre ses premiers clients. Aujourd'hui, elle employait 12 personnes et son nom figurait sur des projets dont elle était, autrefois, fière de parler. Mais depuis quelque temps, en présentant ses réalisations, elle avait l'impression de réciter la vie de quelqu'un d'autre, comme si le lien entre elle et ce qu'elle avait construit s'était
sans qu'elle comprenne pourquoi, distendue. Le week-end, elle recevait, elle jardinait, elle tenait ce rôle de maîtresse de maison qu'on lui enviait tant. Ses amis la trouvaient admirable de mener tout cela de front, la carrière, le couple, la maison, avec cette grâce apparente qui ne laissait rien transparaître. Personne, à part peut-être Camille, ne devinait le vide qui grandissait derrière ce sourire bien entretenu. Et Liliane elle-même, pendant longtemps, avait refusé de le regarder en face. Mais depuis quelques années, quelque chose s'était éteint en elle, lentement, sans bruit. Elle ne saurait pas dire à quel moment précis cela avait commencé. Peut-être le jour où elle s'était surprise, au milieu d'une réunion importante, à ne plus ressentir aucune fierté devant un projet qu'elle avait pourtant porté des mois durant. Peut-être le soir où elle avait réalisé, en dressant la table pour deux, que Marc et elle ne se parlaient plus vraiment, qu'ils échangeaient des informations, des horaires, des politesses, mais plus de ces mots qui touchent le cœur. Un vide s'était installé, discret, tapis derrière chaque geste du quotidien. Elle se levait, chaque matin, à 6 heures précises. Elle préparait le café, vérifiait ses messages, partait au bureau avant que la ville ne s'éveille tout à fait. Elle passait ses journées entourée de plans, de rendez-vous, de décisions à prendre, et elle les prenait bien avec ce sérieux qu'on lui connaissait. Le soir, elle rentrait, préparait le dîner ou le commandait selon la fatigue du jour. Et elle s'endormait souvent avant même que Marc ne rejoigne le lit, épuisée d'une fatigue qui n'était pas seulement physique, une fatigue de l'âme, aurait-elle dit si elle avait osé se l'avouer. Mais elle ne se l'avouait pas. Elle continuait comme on continue une route, quand on a peur de s'arrêter, de peur de découvrir qu'on ne sait plus où l'on va. Marc, de son côté, menait sa vie avec la même application tranquille. Directeur commercial dans une entreprise de matériaux, il voyageait souvent, revenait tard, repartait tôt. Il avait été, autrefois, un homme drôle, attentionné, de ceux qui vous écrivent un mot doux glissé dans un sac, juste pour le plaisir de vous voir sourire en le trouvant. Liliane se souvenait de cet homme-là. Elle se souvenait de leurs premières années, des voyages improvisés, des fous rires jusqu'au bout de la nuit, de cette complicité qui les rendait, croyait-elle, inséparables. Mais cet homme-là, peu à peu, s'était comme absenté de leur couple, remplacé par un mari poli, correct, distant. Et elle ne savait pas si c'était lui qui avait changé, ou si c'était elle, ou si c'était simplement le temps qui use tout, même les plus belles histoires, quand on ne prend plus soin d'elle. Ils s'étaient rencontrés à 27 ans, lors d'un mariage commun, elle demoiselle d'honneur,
lui témoin du marié. Ce soir-là, ils avaient dansé jusqu'à l'aube et Liliane se souvenait encore de la sensation exacte de sa main dans la sienne, de ce rire facile qu'ils partageaient déjà, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Marc, à l'époque, était de ceux qui remarquent tout, un nouveau parfum, une coiffure différente, une fatigue dans le regard. Il lui écrivait des mots sur des petits papiers qu'elle retrouvait dans ses poches de manteau des semaines plus tard et qui la faisaient sourire chaque fois. Elle avait gardé, longtemps, une boîte pleine de ces mots doux quelque part dans un tiroir. Elle se demandait, à présent, si elle osait encore l'ouvrir. Elle se rappelait aussi leur voyage de noces en Grèce, 2 semaines à sillonner les îles, avec pour seul bagage un sac chacun et l'envie folle de tout découvrir. Ils avaient dormi sur des plages, raté des bateaux, ri de leurs erreurs de touristes maladroits, et Marc, chaque soir, lui promettait qu'ils voyageraient ainsi toute leur vie, sans jamais se laisser enfermer par le confort ni la routine. C'était une promesse sincère à l'époque, mais les promesses, songeait Liliane à présent, s'effritent parfois, sans qu'on s'en aperçoive, remplacées peu à peu par des habitudes plus confortables et des rêves qu'on remet toujours à plus tard. Ce soir-là, un vendredi de printemps, c'était leur anniversaire de mariage. 17 ans, exactement. Liliane avait réservé, comme chaque année, une table dans le petit restaurant italien où ils avaient fêté leur fiançailles. Elle s'était habillée avec soin, avait ressorti une robe qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps, avait pris le temps, chose rare, de se coiffer avec attention. Elle voulait, ce soir-là, raviver quelque chose. Un espoir, peut-être, qu'il suffisait d'un dîner, d'un geste, pour retrouver un peu de la flamme d'autrefois. Elle attendit Marc au restaurant, devant un verre de vin qu'elle ne buvait pas. Il arriva avec 20 minutes de retard, le visage fermé, le téléphone encore à la main. Il s'excusa d'un mot, s'assit, commanda sans même consulter la carte, par habitude. Et le dîner se déroula ainsi, poli, correct, vide. Ils parlèrent du travail, d'un voisin qui refaisait sa toiture, d'un cousin qu'il fallait inviter pour les fêtes. Pas une fois, il ne mentionna leurs 17 ans, ni ce restaurant, ni ce qu'ils avaient été. Elle se souvint, en le regardant manger sans la voir, de leur premier dîner dans ce même restaurant, des années auparavant. Ils avaient ri si fort, ce soir-là, que le patron était venu, mi-amusé, mi-agacé, leur demandait de baisser un peu le ton.
Marc avait improvisé, sur une serviette en papier, un poème maladroit qu'elle gardait encore quelque part, plié dans un livre. Et voilà qu'aujourd'hui, dans ce même décor, ils échangeaient à peine 3 phrases entre chaque plat, chacun le regard tourné vers autre chose. Elle vers la fenêtre, lui vers son verre. Elle chercha, à un moment, à raviver la conversation. « Tu te souviens, dit-elle, de notre premier dîner, ici ?» Marc leva à peine les yeux. « Oui, dit-il, d'un ton neutre. » C'était bien. Et il retourna à son assiette. Liliane sentit quelque chose se briser, tout doucement, à l'intérieur d'elle-même. Liliane rentra, ce soir-là, le cœur plus lourd qu'en partant, et elle comprit, sans se le dire encore tout à fait, que quelque chose, entre eux, était en train de mourir. Les semaines qui suivirent, Liliane essaya de se convaincre que tout cela n'était qu'une phase. Un creux, comme en connaissent tous les couples, après tant d'années. Elle redoubla d'attention, proposa des sorties, des week-ends, qu'il acceptait rarement, et toujours avec cette réserve, qui la blessait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se disait que c'était le travail, la fatigue, l'âge, tout ce qu'on invoque quand on refuse de voir la vérité en face. Et puis, un soir d'avril, la vérité vint la trouver sans qu'elle l'ait cherchée. Marc avait laissé son téléphone sur la table du salon, chose rare chez lui, qui d'ordinaire le gardait toujours près de lui. Il était sous la douche. Un message s'afficha, un simple aperçu sur l'écran verrouillé, et Liliane, sans le vouloir vraiment, le lut. Quelques mots, tendres, familiers, signés d'un prénom qu'elle ne connaissait pas. Des mots qui ne laissaient aucun doute sur la nature de ce qu'il disait. Elle resta un long moment immobile, le cœur battant, incapable de bouger, incapable même de pleurer. Ce n'était pas la surprise, comprit-elle, avec une lucidité glaçante. C'était plutôt la confirmation, brutale, de ce qu'elle pressentait depuis des mois, sans avoir jamais osé le nommer. L'eau de la douche coulait encore, à l'étage, et Liliane resta là, debout dans le salon, le téléphone posé devant elle, comme un objet dangereux, qu'elle n'osait plus toucher. Elle entendit Marc siffloter, insouciant, à travers la porte, et ce détail, cette légèreté qu'elle ne lui connaissait plus depuis longtemps envers elle, lui fit plus mal encore que le message lui-même. Elle repensa, en un éclair, à tous ces moments où elle avait senti quelque chose clocher sans jamais oser mettre de mots dessus. Ce parfum différent, un soir, qu'elle avait mis sur le compte d'un nouveau savon d'hôtel. Ce téléphone,
justement qu'il gardait désormais toujours à portée de main ce qu'elle avait attribué au stress du travail. Toutes ces petites pièces d'un puzzle qu'elle avait refusé d'assembler. Elle ne dit rien ce soir-là. Elle rangea le téléphone à sa place, comme si de rien n'était, et se coucha tôt, tournant le dos à Marc quand il vint la rejoindre. Elle passa la nuit les yeux ouverts à revisiter, un à un, tous les petits signes qu'elle avait refusé de voir. Les retours tardifs, les week-ends professionnels qui se multipliaient, cette distance qui n'était pas de la fatigue, mais de l'absence, une absence qui avait un nom et un visage qu'elle ne connaissait pas. Elle attendit 3 jours avant d'en parler. 3 jours pendant lesquels elle continua de vivre, de travailler, de sourire même, par automatisme, avec cette impression étrange d'être devenue spectatrice de sa propre vie. Quand elle lui en parla, enfin, un dimanche soir, Marc ne nia pas. Il baissa les yeux, soupira et avoua d'une voix lasse qu'il y avait quelqu'un d'autre depuis plusieurs mois. Une collègue rencontrée lors d'un séminaire. Il ne chercha pas d'excuses. Il dit seulement, avec une sincérité qui fit encore plus mal, qu'il ne savait plus ce qu'il ressentait pour Liliane, qu'il se sentait vide depuis longtemps, lui aussi, et qu'il avait, quelque part, cherché ailleurs ce qu'il ne trouvait plus chez eux. Il n'y eut ni cris, ni larmes violentes, juste ce calme terrible des choses qu'on sait, au fond, depuis bien plus longtemps qu'on ne veut l'admettre. Liliane lui demanda, d'une voix qu'elle voulait ferme, s'il l'aimait encore, elle. Marc mit longtemps à répondre, et ce silence, à lui seul, valait toutes les réponses du monde. Je crois que je t'aime comme on aime, une maison qu'on a construite ensemble, finit-il par dire, sans cruauté, mais sans tendresse non plus. Pas comme on aime une personne. Ces mots restèrent gravés en elle, précis et froids, bien après que Marc eut quitté la pièce. Car elle comprenait, en les entendant, que c'était exactement cela qu'elle ressentait aussi, sans avoir jamais osé se l'avouer. Ils n'étaient plus des amants. Ils étaient les gestionnaires méticuleux d'une vie commune, devenue, avec le temps, un projet plutôt qu'une histoire d'amour. Les mois qui suivirent furent, pour Liliane, les plus sombres de sa vie. Marc quitta la maison, peu à peu, sans éclat, avec cette politesse d'après-divorce qu'on adopte quand on n'a plus la force de se déchirer. Liliane se retrouva seule dans cette grande maison de pierre qu'elle avait tant aimée et qui, désormais, résonnait de son seul pas. Elle continuait d'aller au bureau, par nécessité, mais elle y était comme absente, les gestes automatiques, le regard vide.
les week-ends étaient les pires. Elle, qui avait toujours son emploi du temps chargé, se retrouvait, du vendredi soir au lundi matin, face à un silence qu'elle ne savait plus occuper. Elle errait d'une pièce à l'autre de la maison, rangeant des objets déjà rangés, arrosant des plantes déjà arrosées, cherchant désespérément des gestes pour combler le vide. Elle avait toujours été cette femme efficace, celle qui gère tout, et voilà qu'elle ne savait même plus gérer ses propres journées, une fois débarrassée de toutes les obligations qui, jusque-là, avaient occupé chaque minute de sa vie. C'est peut-être cela, se disait-elle parfois, avec une lucidité amère, le vrai visage de cette réussite dont on la félicitait tant. Une vie tellement remplie qu'elle n'avait jamais eu le temps de se demander si elle la vivait vraiment ou si elle ne faisait que la traverser. Elle essaya, un temps, de se réfugier dans le travail, pensant que l'action chasserait le chagrin. Elle accepta de nouveaux projets, multiplia les rendez-vous, remplit son agenda jusqu'à ne plus avoir une minute à elle. Mais un soir, en sortant tard du bureau, épuisée, elle s'assit sur un banc dans la rue, incapable de faire un pas de plus, et elle pleura longtemps, comme elle n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Elle comprit, ce soir-là, que le travail ne remplirait jamais ce vide-là, qu'il fallait, un jour, le regarder en face. Elle maigrit, dormit mal, se surprit, certains soirs, à pleurer sans même savoir pourquoi, ou plutôt en sachant trop bien pourquoi, pour tout, pour rien, pour cette vie qui s'effondrait, comme un château de sable. Elle se souvenait de ces soirées où elle rentrait dans la maison silencieuse, allumait toutes les lumières comme pour chasser un peu du vide, et s'asseyait, seule, devant un dîner qu'elle ne finissait jamais. Elle regardait parfois de vieilles photographies, celles de leur mariage, de leur premier voyage, cherchant à comprendre à quel moment précis le fil s'était rompu. Mais il n'y avait pas de moment précis. Il n'y avait qu'une lente érosion, année après année, de tout ce qui les avait unis autrefois. Elle se sentait, disait-elle à Camille, comme une maison dont on aurait retiré les fondations une à une sans qu'elle s'effondre tout de suite, mais en sachant que la chute, un jour, serait inévitable. Ce qui la blessait le plus, ce n'était pas tant la trahison, c'était de réaliser qu'elle avait, elle aussi, depuis longtemps, cessé de se sentir vivante, que ce mariage, qu'elle avait cru solide, n'était depuis des années qu'une coquille vide, un décor bien entretenu, autour d'un vide qu'elle refusait de regarder. Elle se demandait, les nuits où le sommeil la fuyait, qui elle était vraiment, elle, Liliane, en dehors de son rôle d'épouse, en dehors de son métier, en dehors de cette vie construite, pierre après pierre, comme la maison où elle habitait. Elle ne trouvait pas de réponse. Et cette absence de réponse lui faisait plus peur que tout le reste. Sa meilleure amie, Camille, vint la voir
presque chaque jour, pendant ces semaines noires. Elles se connaissaient depuis l'université et Camille, qui avait toujours eu ce franc-parler, que Liliane admirait autant qu'il l'agaçait parfois, refusait de la laisser sombrer. Elle débarquait avec du thé, des plats préparés, des mots simples et surtout une présence, silencieuse parfois, quand Liliane n'avait la force que de pleurer. Camille, elle, avait toujours vécu autrement, sans mari, sans enfant, changeant de métier tous les 5 ou 6 ans, selon ses envies, et Liliane l'avait parfois plainte, en secret, pour cette instabilité qu'elle jugeait imprudente. Aujourd'hui, assise dans cette grande maison vide, à regarder son amie plus vivante et plus libre qu'elle ne l'avait jamais été, Liliane se demandait qui, des deux, avait fait les choix les plus sages. Camille ne disait jamais « je te l'avais dit », mais elle ne cachait pas non plus sa façon de voir les choses. Tu as passé 17 ans à être l'épouse parfaite, la patronne parfaite, la maîtresse de maison parfaite, lui dit-elle un soir. Et toi, dans tout ça, Liliane, où étais-tu? Tu ne peux pas rester ici à te dessécher, lui disait-elle, souvent. Cette maison te rappelle tout ce qui s'est effondré. Il faut que tu sortes de ce décor. Il faut que tu ailles chercher ailleurs ce que tu as perdu ici. Liliane, longtemps, n'écouta pas vraiment ces mots. Elle les entendait, les approuvait poliment et retournait à sa routine grise, incapable d'imaginer autre chose. Mais un soir d'automne, alors qu'elle rangeait de vieux cartons, dans le grenier de la maison, elle tomba sur une boîte qu'elle avait oubliée depuis des années. À l'intérieur, des cartes postales, des photographies jaunies et un vieil atlas relié de cuir, hérité de sa grand-mère. Liliane s'assit à même le sol poussiéreux et l'ouvrit par nostalgie. Le grenier sentait la poussière et le bois ancien, et un rayon de lumière tombait, oblique par la petite lucarne, éclairant les particules qui dansaient dans l'air. Liliane feuilleta d'abord les photographies, son mariage, un voyage en Grèce du temps, où elle et Marc riaient encore de tout, sa remise de diplôme, le sourire fier de sa mère, disparu depuis quelques années déjà. Puis elle prit l'atlas, ce gros livre relié, qu'elle tenait de sa grand-mère Suzanne, une femme qu'elle avait adorée et qui n'avait, elle, jamais quitté son petit village, faute de moyens et d'occasions. C'est peut-être pour cela, songea Liliane, que sa grand-mère avait rêvé tant de voyages pour elle, sa petite fille, à qui elle offrait cet atlas pour ses 18 ans, en lui disant « Va voir le monde pour moi aussi ». Elle se souvint, alors, de la jeune femme qu'elle avait été, avant le mariage, avant le cabinet, avant toutes ces années à construire une vie qui, au fond,
n'était peut-être pas tout à fait la sienne. Cette jeune femme rêvait de voyage. Elle avait, dans ce même atlas, entouré au crayon, des dizaines de lieux qu'elle voulait un jour découvrir. Le Portugal, pour ses vignobles accrochés aux collines du Douro et sa lumière dorée sur le fleuve. Le Bhoutan, pour ses monastères suspendus dans l'Himalaya et son silence sacré. Zanzibar, pour ses épices et son océan d'un turquoise impossible. Elle avait tout noté, tout rêvé, et puis la vie était venue, avec ses urgences, ses obligations, et ses rêves avaient fini, comme tant d'autres, par prendre la poussière dans une boîte au fond d'un grenier. Elle se rappela, avec un pincement au cœur, la dernière fois qu'elle avait ouvert cet atlas, jeune diplômée pleine d'ambition, promettant à sa grand-mère qu'elle partirait dès qu'elle aurait un peu d'argent de côté. Puis était venu le premier emploi, les premiers clients, la rencontre avec Marc, le mariage, la maison à retaper, le cabinet à fonder. Chaque étape lui avait semblé, sur le moment, la suite logique et nécessaire d'une vie qu'elle construisait avec soin. Mais à additionner toutes ces étapes, elle réalisait, avec un vertige, qu'elle n'avait jamais pris le temps de se demander si c'était bien la vie qu'elle-même désirait, ou seulement celle que l'on attend d'une femme raisonnable. Cette nuit-là, Liliane ne redescendit pas tout de suite. Elle resta assise longtemps, l'atlas ouvert sur les genoux, et quelque chose, en elle, se mit à trembler doucement, comme une braise qu'on croyait éteinte, et qui reprend, tout doucement, vie. Et si, se dit-elle, au lieu de rester ici, à pleurer ce qu'elle avait perdu, elle partait, elle aussi, chercher ce qu'elle avait oublié. Et si elle offrait enfin à cette jeune femme d'autrefois le voyage qu'elle lui avait promis. L'idée, d'abord, lui parut folle. Elle avait un cabinet à faire tourner, une maison, des habitudes, une vie entière construite ici. Mais plus elle y pensait, plus l'idée s'installait, tenace, comme une évidence longtemps refoulée. Elle en parla à Camille, le lendemain, hésitante, presque honteuse de formuler une chose si démesurée. Mais Camille, loin de la freiner, s'exclama de joie. Enfin, dit-elle, en la serrant dans ses bras. Enfin, tu te réveilles. Les semaines suivantes, Liliane mit de l'ordre dans sa vie avec une détermination nouvelle. Elle rencontra son associé, lui proposa de racheter ses parts ou de prendre les rênes seule le temps d'une année sabbatique. Il accepta, non sans surprise, mais avec un respect sincère pour cette décision. Ce fut une conversation étrange dans son propre bureau, entourée de tous ces plans qu'elle avait dessinés au fil des années. Son associé Thomas, qui travaillait avec elle depuis le début,
la regarda longtemps avant de répondre, cherchant visiblement les mots justes. « Tu sais, lui dit-il enfin, ça fait des mois que je te vois t'éteindre, ici, derrière ton bureau. Je me demandais quand tu allais enfin te l'avouer. Vas-y, Liliane. Le cabinet tiendra. C'est toi qu'il faut sauver maintenant. » Elle discuta avec Marc, calmement, de la vente de la maison qu'elle ne pouvait plus, de toute façon, habiter seule avec ce poids de souvenirs. Elle mit ses affaires en ordre, vendit ce qui n'était plus nécessaire, garda le strict essentiel et rangea le reste chez Camille en attendant de savoir où, un jour, elle poserait de nouveau ses valises. Il y eut, bien sûr, des instants difficiles. Signer les papiers du divorce, un matin gris, dans le bureau froid d'un notaire, fut peut-être le moment le plus douloureux de tout ce processus. Marc et elle échangèrent, ce jour-là, un regard qui contenait 17 années entières, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils avaient perdu. Il n'y eut ni colère, ni rancune, seulement une tristesse partagée, celle de deux personnes qui avaient sincèrement essayé et qui n'y étaient pas arrivées. « Prends soin de toi, Liliane, » lui dit-il en sortant. Et elle sut, à sa voix, qu'il le pensait vraiment. Elle resta seule, un long moment, sur le trottoir devant le cabinet du notaire, sans savoir où aller. 17 ans de vie commune tenaient, désormais, dans une simple enveloppe qu'elle serrait contre elle. Elle marcha, longtemps, sans but précis, à travers des rues qu'elle connaissait par cœur. Et pourtant, ce jour-là, tout lui semblait étrangement neuf, comme si le monde, en se déchirant un peu, lui apparaissait enfin tel qu'il était vraiment. Elle s'arrêta devant la vitrine d'un fleuriste et resta là, sans raison, à regarder les couleurs des bouquets, avec l'impression étrange de redécouvrir la beauté des choses simples, après des mois passés à ne plus rien voir du tout. Elle prépara son sac, un seul, volontairement léger, comme pour symboliser qu'elle partait, cette fois, sans le poids de son ancienne vie. Elle y glissa quelques vêtements simples, un carnet, l'atlas de sa grand-mère et cette photographie d'elle, jeune, souriante, avant que la vie ne l'alourdisse. Elle hésita longuement devant sa penderie, cette collection de vêtements élégants qu'elle avait accumulés au fil des années, chacun choisi pour un rendez-vous précis, un dîner, une réunion importante. Elle réalisa, en les regardant, qu'aucun ne lui ressemblait vraiment, qu'ils étaient tous les costumes d'un rôle qu'elle avait joué si longtemps qu'elle avait fini par y croire. Elle choisit finalement ce qu'il y avait de plus simple, des tissus légers, des couleurs douces, rien qui ne dise « j'ai réussi », seulement des choses confortables dans lesquelles elle pourrait marcher, respirer, exister. Ce tri, minuscule en apparence, lui parut être le premier vrai choix qu'elle faisait pour elle-même depuis des années. Elle voulait,
disait-elle à Camille, la veille de son départ, retrouver cette femme-là. Celle qui riait facilement, qui croyait encore que tout était possible, qui n'avait pas encore appris à se taire pour ne pas déranger. Ce dernier soir, Camille resta dormir avec elle, dans la chambre d'amis de son propre appartement, puisque Liliane n'avait déjà plus de maison. Elles parlèrent jusque tard dans la nuit, comme au temps de leurs 20 ans, refaisant le monde, refaisant leur histoire. « Tu as peur ?» lui demanda Camille, à un moment, dans le noir. Liliane resta silencieuse un instant. Terriblement, avoua-t-elle enfin. Mais j'ai plus peur encore de rester la même. Camille lui prit la main dans l'obscurité. Alors c'est que tu es prête, dit-elle simplement. Le matin du départ, Camille l'accompagna à l'aéroport. Elles restèrent un long moment enlacées devant les portes d'embarquement et Camille, les larmes aux yeux, lui murmura « Va chercher ce que tu as perdu, Liliane, et reviens-nous entière. » Liliane hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion la submergeait, et franchit, enfin, les portes qui la séparaient de son ancienne vie. Elle se retourna, une dernière fois, avant de disparaître dans le couloir des départs. Camille était toujours là, immobile, une main levée en signe de revoir, et Liliane grava ce visage dans sa mémoire, ce visage aimé qui, depuis l'université, avait traversé avec elle tant d'épreuves. Elle pensa, en s'éloignant, à toutes ces années où Camille avait été sa boussole quand elle-même perdait le nord. Et elle se promit de revenir, un jour, non pas la même, mais meilleure, plus vraie, plus vivante. Dans l'avion, tandis que les nuages défilaient sous le hublot, Liliane sentit quelque chose se dénouer en elle, quelque chose qui n'avait plus bougé depuis des années. Elle regardait, sous elle, les terres qui s'éloignaient, et elle songeait qu'elle laissait derrière elle une vie qui ne lui ressemblait plus pour aller à la rencontre de celle qu'elle voulait redevenir. Elle sortit son carnet, celui qu'elle avait glissé dans son sac, et écrivit pour la première fois depuis des années quelques lignes qui ne concernaient ni un client ni un rendez-vous. Elle écrivit son prénom en haut de la page, comme pour se le réapproprier. Liliane. Puis elle écrivit, en dessous, la question qui l'habitait depuis des mois. Qui suis-je quand personne n'attend rien de moi? Elle referma le carnet sans trouver de réponse, mais rien que d'avoir posé la question par écrit, noir sur blanc, lui procura un soulagement immense, comme si elle avait, enfin, ouvert une porte longtemps restée close. Elle ne savait pas encore ce qu'elle trouverait, ni qui elle serait, à son retour. Mais pour la première fois depuis des mois, quelque chose en elle, tout doucement, ressemblait à de l'espoir. L'avion amorça sa descente, quelques heures plus tard, vers le Portugal. Par le hublot, Liliane aperçut, pour la première fois, cette terre qu'elle avait entourée au crayon,
tant d'années auparavant, sans jamais croire qu'elle la verrait un jour. Le fleuve serpentait, encadré de vignobles en terrasse, et l'eau étincelait d'une lumière si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Elle distingua, en contrebas, les coteaux en terrasse couverts de vignes, les petites maisons blanches accrochées aux pentes escarpées, et le fleuve Douro qui coulait, large et paisible, au fond de la vallée, comme une veine dorée traversant tout le paysage. Elle pensa à sa grand-mère Suzanne, qui n'avait jamais vu cela de ses propres yeux, et elle sentit monter en elle une émotion étrange, mélange de tristesse et de gratitude. « Je le fais pour toi aussi », murmura-t-elle, tout bas, le front contre la vitre froide du hublot. Et elle se sentit, en cet instant précis, reliée à toutes les femmes de sa famille qui, avant elle, avaient rêvé sans jamais partir. L'avion se posa avec une légère secousse et déjà, par les fentes de la porte qui s'ouvrait, une odeur nouvelle s'engouffra dans la cabine, chargée de parfums qu'elle ne connaissait pas encore, un mélange de raisins mûrs, de terre chaude et de quelque chose de fumé qu'elle ne saurait nommer. Liliane descendit la passerelle, ses jambes un peu tremblantes, et posa le pied, pour la première fois, sur cette terre qu'elle avait si longtemps rêvée, sur le papier jauni d'un vieil atlas. Le soleil portugais la frappa de plein fouet, une lumière si vive, si dorée, qu'elle dut fermer les yeux un instant. Et quand elle les rouvrit, quelque chose, déjà, avait changé dans sa façon de regarder le monde. Et, tandis que l'appareil se posait, doucement, sur cette première terre de son voyage, Liliane ferma les yeux et se laissa, pour la première fois depuis longtemps, et simplement respirer. Fin de l'épisode 1. Que va découvrir Liliane sur les rives du Douro et retrouvera-t-elle, sous le ciel du Portugal, ce goût de vivre qu'elle croyait avoir perdu pour toujours? Demain soir, le Portugal lui ouvrira ses bras et avec lui, les premières couleurs de sa renaissance. Si cette histoire vous accompagne, dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Retrouvons-nous demain soir à la même heure pour l'épisode 2. Dormez bien, mes chers auditeurs. Que la nuit vous soit douce et qu'elle vous porte vers de nouveaux commencements. Bonne nuit et à demain.